français, on va y revenir sur à la ce suite, qu'est par exemple, l'écologie. des essais de Luc Ferry, etc., l'aperçoivent d'abord comme un héroïsme de la déraison. Hein. Tout à fait, mais on essaiera d'interroger pourquoi il y a une part de raison précisément et pas d'irrationnel, comment il y a une part d'humilité, comment c'est conciliable avec les droits de l'homme et le droit de vivre, parce que c'est très souvent, on oppose le droit du vivant, on va dire de façon un peu rapide, et le droit de vivre. Donc les droits de l'homme et le droit du vivant. Bon, là, on essaiera de montrer au contraire qu'on essaye de penser une définition qui n'est pas simplement in abstracto de l'homme. Je crois qu'il faut la revendiquer, cette définition in abstracto de l'homme, mais qu'elle est insuffisante aussi pour penser son humanisme. Bon. Alors, je reviens à Husserl. Donc moi, j'arrive par cette critique de la raison, cette critique des Lumières, et le fait que Husserl pressent la catastrophe des Lumières, c'est-à-dire à Auschwitz, et la bombe. Donc ce retournement des Lumières. Bon. Dans la clique, entre guillemets, dans la suite de Husserl, vous avez aussi, bien évidemment, le grand texte d'Heidegger sur la question de la technique, où Heidegger va pointer du doigt cette grande question, et qui est à l'intérieur de la question écologique, que la technique n'est pas neutre. La technique, il n'y a pas de neutralité de la technique, que la technique est nécessairement un dévoilement de l'être, ce qu'il appelle un arraisonnement de la nature. Je donne un exemple très classique. On va un peu vite, hein, bien sûr, aujourd'hui, puis c'est les heideggeriens patentés de la salle nous pardonneront, comme les jonassiens, comme les sandersiens. Heideggeriens patentés, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Jonassiens, sans doute un peu plus. Un peu plus, c'est une salle quand même un peu midrashique, hein, donc l'heideggerianisme, on s'en méfie. Enfin, quand même, les patentés nous pardonneront. Et en l'occurrence, donc, la question de la technique chez Heidegger, qui est un texte important, puisque, effectivement, il va montrer que si la science observe, connaît, et même on pourrait dire connaît au sens bachelardien, c'est-à-dire elle naît avec, elle connaît. Hein. Donc si la science est observation, si l'absence est nécessairement harmonisation avec la nature parce elle est presque poétique, parce qu'elle est passionnée par l'être du fleuve. La technique n'est pas passionnée par l'être du fleuve, et tant et si bien qu'elle n'est pas passionnée par l'être du fleuve, qu'elle transforme ce fleuve en énergie. Et ce qui l'intéresse dans le fleuve, c'est l'énergie. Et ce n'est pas le fleuve. Et c'est la grande différence entre la science qui va être intéressée et qui est un accompagnement et une compréhension de l'être et de l'étang, et de l'autre côté, la technique qui se fiche de savoir ce qu'il y a à comprendre, exploite, récupère, et donc la scission se fait là. Et toutes les techniques induisent donc un rapport de forçage, entre guillemets, d'exploitation de l'être. Donc ça, c'est le grand moment heideggerien. Et bien évidemment, ce qui se joue derrière, c'est le déni de cela. C'est-à-dire que tout en faisant cela, très souvent, il y a un déni où la technique dit mais pas du tout, la technique est neutre, on peut avoir un bon usage, on peut avoir un mauvais usage, mais en tout cas, nous ne sommes pas asservis à un certain type d'usage du fait que nous utilisons cette technique. Or, bien évidemment, faites l'expérience, bien évidemment, que la technique induit une manière d'être au monde, et cette manière d'être au monde peut parfois, bien évidemment, le mettre à mal. Bon. Donc moi, j'arrive dans la question de l'écologie par là, c'est-à-dire quel type de... C'est quoi la position de l'homme? Est-ce que nous défendons la position classique de la grande métaphysique, à savoir il y a une exceptionnalité de l'homme? Moi, je la défends. En plus, je viens du camp philosophique, donc on la défend nécessairement. Enfin, pas nécessairement, parce qu'on peut être effectivement spinoziste, etc. Mais même, il y a quand même une exceptionnalité de l'homme, même chez Spinoza. Donc, on défend cette question de l'exceptionnalité. Tout le problème, c'est de savoir comment se pense cette exceptionnalité. Est-ce que cette exceptionnalité, c'est, entre guillemets, de la raison d'exception? C'est-à-dire, je fais ce que je veux, en gros, et je dis où est le bien, le mal, et je suis de toute façon un surcroît, je surplombe, je suis au centre, etc., etc. Je caricature encore une fois, mais voilà, c'est-à-dire une métaphysique totalement anthropocentrée, égocentrée, et qui en même temps a donné ses grandes lettres de noblesse au prométhéisme, aux lumières, etc. Ou est-ce qu'on n'est plus lévinassien et on considère que cette exceptionnalité dit peut-être quelque chose de la responsabilité, d'un rapport à l'autre, du fait que d'une certaine manière je ne suis là que parce qu'il y a le visage de l'autre. Je ne vais pas faire du sous-lévinas, mais
C'est-à-dire, voilà, mon sujet se vit aussi dans la relation à l'autre et dans la relation, et l'autre est vaste. Alors, au fond, ce que vous L'autre êtes- peut aller voilà. jusqu'à la nature. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de suggérer,